Rebonjour à vous, donc je suis Norbert Friand et j'ai la chance, l'honneur de présenter cet atelier avec vous, de partager, d'échanger cet atelier. Donc je suis en charge du service numérique sur la ville et la métropole de Rennes, qui fait partie donc des Fab City depuis 2019. C'est assez récent, suite à un travail de fond sur le territoire avec les associations, les acteurs économiques et donc les institutions, pour essayer de connecter dans cet esprit Fab City le maximum d'initiatives. Voilà. Et un des exemples qu'on va vous montrer, c'est cet atelier capteur. Et pour lancer cet atelier, on vous propose une courte vidéo qui présente justement cet atelier. Ça vous permettra de rentrer dedans, de voir un petit peu le matériel, et ensuite on prendra le temps justement de l'échange, de la discussion pour approfondir au regard de vos attentes, de vos demandes. Je regarde la régie et on peut lancer la vidéo. Bonjour, je suis Norbert Friand, en charge du service numérique sur la ville et la métropole de Rennes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les ateliers capteurs pour mesurer la qualité d'air. Ce sont des capteurs qui sont faits avec les habitants dans un laboratoire de fabrication numérique, donc dans le cadre du LabFab, qui est une association qui regroupe plusieurs Fab Labs sur la métropole de Rennes et au-delà. Il s'agit d'ateliers qui permettent aux habitants concrètement de toucher le numérique, de rentrer dans le numérique, de découvrir ce que c'est qu'une donnée, et ensuite d'aller la visualiser tout au long de son parcours. Où est-ce qu'elle est hébergée, cette donnée? Est-ce qu'elle est accessible? À qui est-elle accessible? Comment va-t-on pouvoir la croiser, la mélanger en fait avec d'autres jeux de données pour produire des services qui se veulent utiles, notamment dans nos villes où la qualité d'air peut être une question en fait pour les habitants. Depuis quelques années, nous avons en effet des qualités d'air assez variables et c'est intéressant de rendre visibles et pédagogiques en fait ces données-là. La fabrication numérique nous permet simplement, avec des technologies basse technologie, low-tech, d'aller en fait simplement pour tout le monde réaliser ces capteurs. Ce que l'on donne aux habitants qui viennent, c'est en fait un petit sachet dans lequel, je vais vous montrer tout à l'heure, on a mis les différents composants. On va découvrir ensemble ces différents composants. Donc les habitants, ils peuvent, depuis chez eux, la période récente nous a obligés à réaliser ce genre d'atelier en distanciel. Eh bien, le sachet, je propose qu'on l'ouvre et qu'on regarde un petit peu. Donc, ce sachet, lorsqu'on a fait des ateliers en distanciel, on l'envoyait par la poste, en fait, aux participants qui le recevaient chez eux, qui pouvaient l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir. C'est du fait maison. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce sachet? Eh bien, on trouve les différents composants. On va commencer par les présenter, ces composants. Tout d'abord celui-ci, qui peut ressembler, vu de loin, à un sucre. Eh bien en fait, je vous laisse un petit peu de temps pour deviner ce que ça peut être, ce composant. C'est un capteur de température et d'humidité. Ça fait 2 données, donc déjà. Autre capteur, celui-ci bien emballé. On le voit bien malgré tout, on va l'ouvrir tout à l'heure. C'est le capteur de particules fines. Il nous permet de mesurer 2 types de particules fines. Les particules fines d'un diamètre de 2,5 microns ou inférieur, et les particules fines d'un diamètre inférieur à 10 microns. Ces particules fines ont des caractéristiques, lorsqu'on les inhale, lorsqu'on les respire, qui ne sont pas les mêmes. Certaines restent dans les poumons, d'autres vont plus loin, en fait, notamment peuvent passer dans le sang. Donc, ces 2 types de particules fines sont celles qui sont mesurées généralement par les capteurs des organismes habilités pour. Lorsque nous avons d'ailleurs commencé à installer ces capteurs, nous avions des doutes, des incertitudes sur la qualité de la mesure.
Aujourd'hui, après 3 ans de mesures, avec ce type de capteurs, qui ne sont pas très chers, hein, pour quelques euros en quelque sorte, on peut acquérir ce type de capteur, eh bien on a une fiabilité suffisamment importante pour avoir en fait une connaissance du niveau de particules fines. Ensuite, eh bien, on a la carte mère. C'est la carte électronique qui va contrôler, qui va piloter. Vous voyez, c'est une toute petite carte électronique. On voit en haut de cette carte-là, le petit serpent, le petit serpentin, c'est l'antenne. C'est une carte qui se connecte en Wi-Fi. Et puis, elle a différentes broches. Et ces broches, voilà, on les voit bien, elles vont pouvoir être reliées aux composants que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont les composants qui font de l'acquisition de données. Et donc, ils vont pouvoir être connectés via les câbles qui sont fournis donc avec. Les câbles, 4 câbles, une broche de 4 câbles et une broche de 3 câbles. Il y a un plan qui permet de relier, de connecter, voilà, sur les broches et de faire le montage. Donc voilà notre capteur assemblé, les différents éléments. On l'a posé sur une plaque de bois, ce qui est plus facile. En fait, l'atelier, vous avez compris, consiste à relier avec des petits câbles les différents composants grâce à la carte qui pilote, hein, cette carte mère, cette carte principale qui comporte le code informatique, va donc guider les composants pour leur permettre de produire de la donnée et de renvoyer la donnée vers une base dans laquelle on pourra exploiter cette ressource. C'est donc le moment venu de connecter, de brancher, d'alimenter son capteur. C'est tout simple. C'est au niveau de la carte mère que ça se joue encore. On va donc le brancher. C'est un câble mini USB. Il y a 2 sens, hein. Et donc, la première fois, généralement, on se trompe. Et la deuxième, il est branché. Il a clignoté, c'est-à-dire qu'il est lancé. Il est en fonctionnement. On va devoir faire une manipulation pour le relier au réseau Wi-Fi, au réseau Internet, ce qui permettra de remonter les informations à travers le monde, le remonter vers la base de données. Notre capteur est donc branché via une connexion USB. On peut le relier sur une alimentation électrique chez soi. Bien évidemment, le capteur est apposé en extérieur, donc il y a des câbles plats qui permettent de passer les fenêtres. L'autre solution, c'est de prendre une batterie solaire. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis sur mon balcon depuis 3 ans. Cette batterie, elle alimente. La luminosité ambiante est suffisante pour alimenter en fait le capteur, qui n'est pas non plus gros consommateur d'énergie. Ensuite, le capteur peut être protégé dans un petit boîtier, comme celui-ci, qui a donc été réalisé au LabFab de la Maison des Associations de Rennes, donc avec la découpeuse laser, en bois. Il a été dessiné par des étudiants de l'Université de Rennes 2, prototypé à l'EduLab de Rennes 2, et il a été refait dans différents Fab Labs. C'est tout l'avantage d'avoir des plans ouverts, des plans libres, qui permettent aux uns et aux autres de reproduire, de refaire librement en fait, les modèles qui ont été dessinés. De refaire et bien évidemment de les améliorer, de les reformater si nécessaire. Et donc on vient mettre à l'intérieur le capteur pour le protéger. C'est assez sympathique à réaliser. C'est le genre d'atelier qui marche bien auprès des jeunes publics et moins jeunes publics également aussi. C'est typiquement donc un atelier familial où on réapprend également aussi à utiliser ses doigts,
Là où le numérique parfois nous a oublié un petit peu, qu'on avait des doigts également aussi. Donc il y a la tête qui pense et qui dessine, et puis il y a les doigts qui assemblent, et c'est un très bon exercice de cohérence finalement. Donc l'atelier capteur a permis à ce stade de monter et de brancher le capteur. Maintenant, on va commencer à pouvoir regarder la donnée produite. La donnée, il y a plusieurs façons d'aller la voir, de l'afficher, car c'est de la donnée ouverte. C'est ça qui est intéressant. Vous avez peut-être entendu parler de l'open data, ouverture des données publiques, souvent associées aux acteurs publics. Par exemple, sur Rennes, il y a déjà une dizaine d'années, on a ouvert des données en lien avec les transports publics. Le nombre de vélos en libre accès. Donc là, un petit afficheur comme celui-ci vous permet d'aller montrer de la donnée grâce à une application qui vous permet très simplement, sans être forcément un programmateur informatique, bien sûr, des informaticiens pourront s'amuser également aussi, à assembler différents jeux de données pour en faire une petite séquence. Parce que les données de qualité d'air, c'est peut-être intéressant de les croiser avec des données de mobilité. Connaître le nombre de vélos disponibles en bas de chez soi, le nombre de vélos publics en libre accès, là il y a 12 vélos en bas de chez moi. La qualité d'air est bonne, eh bien c'est l'occasion aujourd'hui, voilà la qualité d'air, c'est l'occasion aujourd'hui d'aller faire un petit tour de vélo pour aller au boulot par exemple. J'ai mis également aussi le nombre de places de parking disponibles, quand est-ce que le bus C4 arrive. Vous voyez, on peut vraiment croiser et aller chercher beaucoup de données. Toutes les données en fait qui ont été ouvertes, on peut aller les chercher et les assembler. C'est tout l'intérêt de rendre visible également aussi le numérique et de rendre accessible quelque chose d'assez abstrait qui est la donnée finalement. Cet atelier a ce but également aussi, c'est presque un prétexte pour sensibiliser à la donnée, au commun, à la donnée ouverte et voir un peu ce que l'on va pouvoir en faire. On peut prolonger l'expérience et aller par exemple réaliser des petits objets comme celui-ci. C'est un afficheur également aussi et on peut croiser des données de qualité d'air avec par exemple des données, ça a été fait dans le but d'être installé dans des habitations qui sont face à la mer et on croisait de la donnée avec des informations liées à la hauteur des marées par exemple. Et on arrivait à imaginer quand est-ce que les sources d'alimentation électrique, comme les éoliennes, allaient pouvoir être en fonctionnement et donc apporter une énergie électrique plus propre, une énergie électrique renouvelable, et donc inciter les habitants peut-être à utiliser certains de leurs appareils à ce moment-là pour consommer une énergie plus durable, plus responsable. La donnée, ça nous amène un petit peu voilà, à ce genre de choses, à prendre conscience, à matérialiser dans cet exemple, dans cet atelier, la qualité d'air, nombre de particules fines, et ensuite c'est à nous d'imaginer les usages. On peut imaginer en matière de santé beaucoup d'usages par rapport aux personnes par exemple qui sont insuffisants respiratoires. Est-ce que certains soirs il vaut mieux rester chez soi, lire un livre, ou au contraire certains soirs si la qualité d'air est bonne, ouvrir ses fenêtres ou aller dehors faire du vélo par exemple. Les clubs sportifs peuvent être intéressés également aussi. On peut imaginer l'intensité des entraînements en fonction de la qualité d'air. C'est peut-être des choses qui nous pointent, qui arrivent dans les années à venir. Donc là maintenant, on se connecte sur le réseau Wi-Fi de la carte en indiquant l'adresse de la carte, l'adresse physique de la carte. Cette adresse physique, c'est toujours le même numéro pour les cartes électroniques. Donc 180, tout est indiqué dans la fiche, 192.168.4.1. Une fois qu'on a tapé ça sur son équipement, son smartphone ou son PC Wi-Fi, on arrive sur une page d'accueil, la page d'accueil de la carte. On indique sur cette page d'accueil le nom de son réseau Wi-Fi et le mot de passe de son réseau Wi-Fi. On valide, la carte redémarre et est maintenant connectée à votre réseau Wi-Fi domestique, ce qui lui permet de renvoyer la donnée qu'elle mesure vers la base de données mondiale de ce réseau de capteurs.
Et comme ça, les données pourront être accessibles à tout le monde, à tous ceux qui veulent connaître la qualité d'air là où est installé le capteur. Comme vous avez effectué cet atelier, eh bien, vous avez, on l'espère, apprécié et pu échanger, découvrir des éléments du numérique. Et pour vous récompenser, on vous propose de vous attribuer un badge de compétences. Donc c'est un badge ouvert. Vous pouvez aller le solliciter via le lien indiqué ou via un QR code. Voilà, retour au direct après cette séquence que l'on a enregistrée hier, en fait, qui se veut pédagogique. Et pour lancer justement les échanges autour de l'assemblage de ces capteurs, donc vous avez bien compris, c'est un atelier sur l'atelier. Le sachet, il est là, on peut le réouvrir si vous le voulez. On peut voir les différents points techniques si besoin. On peut regarder aussi un peu ce que ça peut apporter dans un réseau comme le réseau FabCity, par exemple, entre les différents territoires. Ça peut peut-être être un lien, un commun également aussi. Et avant cela, je voudrais juste faire un clin d'œil aux membres de Sensor Community qui ont en fait été à l'origine de ce projet, qui sont à l'origine de ce projet. Et grâce à eux, ce que nous faisons, les ateliers, on reprend en fait ce qu'eux ont construit, on produit. Et on peut le faire parce qu'ils ont ouvert, parce qu'ils ont mis ça justement, tout est en ligne de leur part. Et c'est pour ça qu'on a pu monter ces ateliers. L'affiche que je vous présente dans la vidéo, vous la trouvez également sur le site du LabFab, par exemple. Vous utilisez votre moteur de recherche préféré, vous tapez LabFab, Rennes, atelier, capteur, par exemple, et vous allez tomber sur cette fiche de présentation. Je me tourne un peu vers vous maintenant pour voir si vous avez des questions par rapport à cet atelier capteur. Comme la première question est toujours difficile à lancer, comme on dit, on peut passer à la deuxième question si vous voulez. Briser la glace. Mais j'aimerais beaucoup entendre aussi les autres personnes, bien entendu. Merci beaucoup d'abord, Norbert, pour la présentation. C'est très intéressant de voir le lien qui s'est fait entre la municipalité, la ville de Rennes et un acteur comme Sensor Community. Mon point porte là-dessus. Moi, je suis à Montréal, on a la ville de Montréal qui est très ouverte à ce type de discussion, bien entendu, mais comment le message de valeur a-t-il été proposé à la ville pour qu'un projet de ce type démarre et la portée qu'il a aujourd'hui, que tout se mette en branle et que ça soit publicisé et par la ville, je pense, et par Sensor Community, bien entendu, comme acteur, opérateur d'un projet de ce type-là. Quel est le message de vente, quel est le message de valeur qui a été proposé à la ville de Rennes pour aller de l'avant et ouvrir un projet citoyen? Merci en tout cas pour ta question. En effet, c'est très simple en fait. Il faut faire. On a fait des ateliers capteurs et on avait beaucoup de doutes. Est-ce que la qualité de la donnée sera suffisante? Donc lorsqu'on a vraiment commencé à faire des ateliers capteurs en avril-mai 2018, on avait pas mal de doutes. Mais on les a fait, ces ateliers. Et on a pu avoir des participants qui ont joué le jeu. On a offert ces capteurs aux participants et qui ont joué le jeu de les installer sur leur balcon, dans leur jardin. Et ça y est, c'était parti, on avait des producteurs de données en fait. La donnée étant ouverte, elle est accessible. Nous avons pu la suivre, la comparer avec les acteurs historiques. En Bretagne, on a Airbraze, qui est l'institution, en fait, qui est le relais des institutions et qui donc bénéficie d'un soutien public fort pour mesurer la qualité d'air. Chaque capteur Airbraze coûte beaucoup plus cher que ce genre de capteur, bien évidemment. Et nous sommes rentrés en discussion avec Airbraze.
Et au début, ils ne voulaient pas ouvrir leurs données. Ils n'étaient pas tout à fait favorables et on s'est rendu compte, en effet, que il fallait faire un peu de pédagogie. On leur a dit, mais au contraire, vous avez tout intérêt à ouvrir votre donnée pour participer aussi à ce mouvement. Mais ce n'était pas suffisant, le message, visiblement. Et même, on sentait, ils nous voyaient un peu comme des acteurs un peu menaçants, peut-être, comme une menace. Vos petits capteurs, ça ne vaut pas grand-chose. Ce sachet, ça vaut à peu près 25 €. Donc, il y a pour 25 €, un capteur à 25 €, vous imaginez, c'est pas fiable forcément. Et là, on leur a répondu, écoutez, ouvrez vos données, on ira mettre un capteur à côté de votre capteur. Là où en Bretagne, vous avez 5 capteurs, mais chacun de vos capteurs coûte 100 000 €, on va mettre un capteur à 25 €. Et on va comparer. Et on va même essayer de disséminer beaucoup plus. En mettre là où des capteurs, il n'y en a jamais eu, par exemple, au centre-Bretagne. Sur certains territoires où on va pouvoir avoir dans des quartiers, par exemple, peut-être des nuances de mesure sur les particules fines. Eh bien, en fait, ça s'est fait comme ça. Et ces institutions-là, donc comme Airbrace, ont réagi. Et 1 mois ou 2 après, ont sollicité une rencontre et nous ont dit « On a compris, ok, on va ouvrir nos données. » Oui, on a tout intérêt à coopérer finalement. Donc, pour répondre à ta question, il faut mettre en mouvement à un moment donné. Les conférences, c'est bien, il en faut, mais les ateliers pratiques avec les gens, avec les citoyens, lorsque y a 5 citoyens qui ont mis des capteurs dans Rennes, puis 10, puis 20, puis 200 aujourd'hui, eh bien ça a une valeur. Et 3 ans après, 2018-2021, en fait la fiabilité de la donnée, elle est bonne. Le différentiel, il se joue au niveau du 2e chiffre après la virgule. Bon, ça vaut le coup pour des capteurs à 25 €. Donc ça, je dirais, pour répondre à ta question, comment mettre en mouvement un peu, comment faire participer les institutions, en fait, on fait, et puis on demande par la pratique. Après, il y a plein d'autres choses autour, bien évidemment, il y a tout le parcours pédagogique. Nous sommes un réseau de Fab Labs. Nous ne sommes pas du tout spécialisés sur la qualité de l'air. Nous, ce qui nous anime, probablement les 21 Fab Labs autour de Rennes, c'est plus, je pense, les échanges, la pédagogie. Ça, c'est un très bon atelier pour travailler la pédagogie. Sur cette fiche, et vraiment allez la voir et renvoyez-nous vos remarques. On a passé des heures et des heures avec des professionnels de la pédagogie et chaque mot a été pesé. La dernière fois que j'ai dit ça, ça fait pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a renvoyé un message et il était resté quelques fautes d'orthographe encore dedans. Donc comme quoi, on ne relira jamais assez en fait et il faut vraiment qu'il y ait de multiples regards. Voilà, et on a fait... combien d'ateliers capteurs a-t-on fait? Je me regarde aussi Romain qui en a fait un certain nombre. Romain est là en fait. Vous devez connaître Romain, c'est notre relais dans le réseau Fab City en fait pour Rennes. On a fait plus d'une centaine d'ateliers capteurs. En moyenne, combien? On a assemblé plus de 250 capteurs. Plus de 250 capteurs avec des citoyens ont été assemblés. Donc il y a une masse. Initier comment? Parce que je suis tout à fait d'accord, puis absolument pour avoir, on a un projet très similaire qui est le Canary ici, oui. Qui montre effectivement que la collecte donne une valeur intéressante parce qu'on a beaucoup plus de points de mesure que d'avoir un capteur de très haute qualité. Donc là, tout à fait, je rejoins sur l'aspect de valeur par rapport à la data. Maintenant, il y a l'exploitation, je mets le chapeau citoyen qui monte le capteur, qui a son Canary ou le module comme vous avez présenté. On va obtenir des données, puis c'est pas sûr que ça fluctue, mais qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, écoute, ça déjà, c'est un cas d'usage. En effet, sur la fiche, vous verrez, vous pouvez avoir un graphe très précis de vos données, les dernières 24 heures, les derniers 6 mois, si vous voulez. Tout le monde n'est pas analyste de la donnée. Donc là, j'ai un petit exemple d'un petit afficheur. Je pense que, je regarde la régie, vous pouvez le voir en fait, il est dans la vidéo. Et cet afficheur, simplement, il montre le niveau de particules fines, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, et dans mon quartier, donc j'ai mis un capteur, et à l'échelle de mon quartier, avec les clubs de sport, par exemple, c'est de leur dire, certaines journées, la qualité d'air est bonne.
eh bien ce soir, les entraînements, on va pouvoir un peu pousser. Donc ça, c'est un exemple très concret. En effet, tu as raison, il faut vraiment des choses très concrètes. Pas forcément de l'analyse de la donnée, pas forcément un niveau scientifique. Il faut des choses très pratiques. Autre exemple pratique, un afficheur comme ça qui montre la qualité d'air, je le croise avec d'autres sources de données, des données sur les mobilités. Eh bien, mon choix le matin pour aller au travail va s'orienter sur des mobilités douces, vélo ou piéton, en fonction, par exemple, de la qualité d'air. Sinon, je peux prendre le métro pour aller au travail également aussi, ou pour prendre le bus. Ça, c'est des exemples très concrets reliés, en fait. Et ça, on les découvre, oui, on peut les imaginer dans les bureaux d'études, dans les centres de recherche. On les découvre aussi par la pratique. Dans une ville comme Rennes, et j'ai la chance de m'occuper du numérique sur une ville comme Rennes, une métropole, c'est 300 métiers différents. Lorsqu'on a commencé à ouvrir de la donnée, en fait, on est allé aussi rencontrer ces 300 métiers différents. On s'est rendu compte que les jardiniers construisaient leur propre base de données. Ils savent très bien quand est-ce que les arbres sont coupés et quand est-ce que certains arbres produisent des substances qui peuvent amener à des allergies. Par contre, les cantines, la cantine municipale qui produit les repas n'était absolument pas au courant de ça. Et elle, par contre, elle dispose d'une base de données des aliments qui pourraient avoir des effets accélérateurs par rapport à des pathologies liées donc à ces aliments. Si on croise ces données, et ça existe, hein, c'est juste qu'il faut le révéler, c'est juste qu'il faut le croiser. Donc en fait, notre rôle, c'est un peu un rôle de conciergerie parfois. Pédagogie, conciergerie, connexion, révéler en fait parfois ce que nos organisations pyramidales ne voient pas. Quel est le ratio entre, je dirais, justement cet usage de la technologie dans l'intérêt des gens et des citoyens versus l'acquisition de la technologie ou le fait de bricoler, de monter le système, de toucher de leurs doigts puis de monter leur propre objet connecté qui est le fun, hein, c'est bien. Mais est-ce que dans les ateliers, vous avez vu une appétence pour justement son usage, l'interprétation des données, savoir pourquoi on met en place un capteur de qualité de l'air? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment ça nous impacte? Quand est-ce qu'il faut que j'ouvre les fenêtres? Quand est-ce que je peux aller faire du sport? Quand est-ce que je prends mon vélo? Quand est-ce que je prends moins ma voiture? Quand est-ce que, etc., etc., qui est, pour moi, l'essence même. C'est pour ça qu'on va mettre une solution technologique en place. Oui. La solution technologique ne doit pousser les cas d'usage. Ça devrait être l'inverse. Exactement. Mais dans la tête des gens ou des citoyens, c'est pas clair, c'est pas évident. Non, mais ça se travaille, ça se cultive justement. Tu me fais penser à une citation, hein, si tu veux construire un bateau, faut d'abord avoir le goût de la mer en fait, l'envie de naviguer, et ça te motivera beaucoup plus. On n'est pas tous charpentiers de marine. Voilà, c'est un peu dans les ateliers, déjà, on a identifié, on a des travaux de recherche, hein, et des travaux de recherche avec des Canadiens également aussi, hein, sur les profils qui viennent participer aux ateliers. Et en fait, là, on offre une possibilité de toucher au numérique. Notre doigt, il touche à la surface de l'écran du numérique, principalement. Là, on peut rentrer dans le numérique. Parce que ce que je vous ai montré dans la vidéo, c'est un avant-goût, en fait. Maintenant, chaque morceau, chaque brique, on peut rentrer dedans. Par exemple, quand un participant, qui n'est pas forcément spécialiste du numérique, à un moment dans l'atelier, se pose la question, il dit, mais la donnée, elle est hébergée où, finalement? Elle est où, cette donnée là, qu'on peut accéder, vous nous montrez? Et selon quelles conditions? Ça, là, vous avez une tribune extraordinaire avec des citoyens pour parler, pour discuter justement de l'hébergement des données, de la propriété des données. Si j'avais essayé d'aborder le sujet d'une manière un petit peu plus académique, et c'est pas évident que dans le chemin pédagogique, je serais allé très très loin. Là, en partant en gros, c'est comme une recette de cuisine, hein, on construit le repas ensemble. Et on se pose des questions sur les aliments, et puis on en vient à se poser des questions sur l'agriculture urbaine, par exemple. Et l'alimentation, l'autosuffisance alimentaire, voilà. Et là, cet atelier, c'est ce prétexte-là. C'est pour ça que ça nous semblait, hein, que collectivement, quand on a fait des propositions pour Fab City, ça nous semblait collectivement, avec les associations, les acteurs économiques, les institutions, un bon exemple pour montrer justement qu'à partir d'un atelier de ce type, on peut aller loin, en fait.
On peut aller assez loin dans la pédagogie, dans la sensibilisation, que l'on peut faire avec les citoyens. Ils ne sont pas bêtes, les citoyens, ils se posent ces questions, et et ils nous alimentent. Cet atelier, on l'a joué donc plus d'une centaine de fois. À chaque fois, on a progressé. À chaque fois, on s'est pris les pieds dans le tapis, on s'est trompé aussi. À chaque fois, les questions qu'on a reçues, et il y a plein d'exemples qui me viennent. Forcément, les cas d'usage également aussi, des personnes qui reviennent nous voir, qui nous disent « Ah, je l'ai utilisé dans telle situation ». Et de connecter ça. On a eu des exemples aussi. J'ai un collègue qui est en charge du numérique dans une collectivité du sud de la France qui a demandé à ce qu'on puisse lui amener des capteurs puisqu'il voit arriver les particules fines liées aux incendies en Grèce, malheureusement, actuellement. Et il se dit, pour rapidement mettre en place un réseau de capteurs, eh bien, en fait, ça, c'est une solution également aussi. Et je pense que, bien évidemment, on va lui apporter les capteurs, mais on va aller beaucoup plus loin. Il y a quelque chose en profondeur, une infusion à faire, justement. Et puis demain, eh bien, il sera en capacité, sur son territoire, de construire, de produire ces capteurs-là également aussi. La question de la carte électronique est importante. Moi, je pense que dans toutes les régions de France et du monde, on devrait être en capacité à reproduire des cartes électroniques basse technologie en proximité. C'est fondamental. C'est un composant fondamental. Et donc, on n'a pas abordé non plus un point, et volontairement dans cet atelier, mais on peut aller plus loin, c'est qu'il y a du code. Moi, le code, c'est pas mon... Des fois, dans un atelier précédent, j'ai entendu dire, les Fab Labs, très associés au code, à l'informatique. Pas moi en tout cas, pas forcément. Après, le code, on peut l'aborder également aussi, on peut regarder comment il a été fait. C'est ouvert, tout est ouvert en effet. Donc on peut choisir peut-être aussi des codes pour optimiser un petit peu les consommations également aussi, aborder ces sujets-là. Voilà. Non, c'est tout à fait important, puis des sujets comme on discutait dans les autres ateliers précédemment sur la cybersécurité, sur l'éthique des données, il y a plein d'autres choses périphériques qui sont importantes d'aller amener puis discuter avec les communautés. Moi, je dirais une centaine d'ateliers de ce type-là, c'est impressionnant. Ça représente une communauté assez large de retours d'expérience, bien entendu, pour bâtir vraiment quelque chose qui me semble évident. Qui a été le porteur de projet là-dedans? Parce que, il faut quand même le démarrer, il faut le vendre, il faut le publiciser, il faut l'opérer, il faut le gérer, il faut... ça a beau être $25, les composantes, fois 100, ça représente de l'argent. Qui a démarré le projet? Qui a initié le projet? Oui, bien sûr, je vais commencer à répondre par la question du modèle économique. On n'a jamais voulu en faire un modèle économique et de l'argent. Le Lab Fab qui nous rassemble sur Rennes est bien évidemment un acteur porteur. Après, ça repose sur des personnes volontaires, des personnes qui aiment aller au contact des citoyens, du public, qui aiment échanger, débattre. On l'a fait lors d'événements plus conséquents également aussi, grand public. On l'a fait avec des partenaires économiques, des grands groupes par exemple, qui là ont payé, ont financé. Et ça a permis d'initier ce modèle économique. On l'a fait avec des acteurs bancaires par exemple, et on a mis en place un modèle économique, je le lance comme ça, je pense que vous connaissez le modèle des cafés suspendus. Vous allez dans votre bistrot, dans votre café, vous prenez un café et vous dites « je paye un café suspendu ». C'est-à-dire pour une personne qui n'a pas en fait peut-être les moyens, il y aura des cafés suspendus potentiellement. Là, avec certains acteurs économiques, ils ont payé le nombre de capteurs pour leurs collaborateurs et on leur a demandé l'équivalent en capteurs suspendus. Ça permettait de nourrir comme ça en fait aussi et d'aller avec des associations qui, elles, n'avaient pas les moyens économiques pour se financer ces capteurs. Et nous avons été sollicités par plein d'autres territoires. J'ai eu la chance d'aller monter des ateliers capteurs en Wallonie, à Manchester, etc., en Ardèche, en France, par exemple. Voilà, ça c'est extraordinaire parce que pour l'animateur de cet atelier capteur, avec beaucoup d'humilité, vous ne le jouez jamais deux fois de la même façon. Quand tu vas me proposer de venir faire un atelier capteur à Montréal, avec plaisir, je vais venir, on le travaillera ensemble justement.
pour faire cette connexion avec le Canary, qui est un formidable projet. Et il y a justement beaucoup de connexions à réaliser. Absolument, puis on n'attend que ça. Eh ben, avec plaisir. Non, c'est ça, l'accès aux citoyens ou la relation publique-privée est probablement différente entre les deux. Il y a une question de culture dans tout ça. Je pense que c'est très intéressant puis de voir comment ça peut se transporter dans d'autres régions du monde. Et pour d'autres débats, on parlait effectivement des feux, tout ce qui est wildfire, puis de l'impact que ça a sur la santé. On en voit énormément, nous, dans l'Ouest canadien, à ce niveau-là. Et il y a des compagnies aussi qui essayent d'amener ces données publiques-là pour pouvoir gérer simplement mieux les échanges d'air dans nos écoles. Oui. De mettre des capteurs publics pour nos enfants et puis de toucher aussi l'aspect citoyen, mais pas seulement à un niveau personnel, mais pour les générations à venir. Bah, exactement. Et d'ailleurs, cet atelier capteur, il est fait pour poser le capteur en extérieur. Et par exemple, quand un citoyen dit « Ouais, mais est-ce que je peux l'installer à l'intérieur chez moi pour mesurer la qualité ?» Oui, vous pouvez bien évidemment, mais ça n'a aucun intérêt de la partager après avec le monde entier. Donc, on fait aussi des ateliers capteurs de mesure du CO2. Ouvrez vos fenêtres pour les écoles. Toutes les classes devraient potentiellement avoir ce genre de petit appareil qui pourra faire aimer la science également aussi. Mais de façon simple, pas uniquement via la dictature des mathématiques, mais faire aimer la science, participatif, simplement, et peut-être susciter des vocations également aussi. Voilà. Qui est une autre mission. Ça en fait partie, je pense. Voilà, et puis donc j'appuie le fait du badge de compétences. Ça aussi, c'est quelque chose, hein, la reconnaissance réciproque. Parce que une fois que vous avez participé à un atelier capteur, vous êtes tout à fait en capacité de le jouer également aussi. Vous pouvez le rejouer. C'est le principe justement. Vous venez, on vous a offert un capteur, et la prochaine fois, c'est vous qui jouerez cet atelier capteur en fait, pour diffuser et faire circuler ces échanges de connaissances, de compétences. Oui, parce qu'il faut cette capacité aussi de toucher les masses. Oui. La viralité, il faut la provoquer, il faut la produire. C'est l'encapacitation, pour rester francophone, hein, l'encapacitation des citoyens. C'est extrêmement important. Pour éviter, dans une table précédente, dans un débat précédent, pour éviter justement de tomber dans le binaire. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Non, mais des fois, la réponse, c'est le numérique, c'est pas du binaire. C'est justement, il faut débattre. Et il faut trouver, des fois, on n'a même pas le choix par rapport... mais par contre, c'est la façon dont on va mettre en place, en fait, les solutions, en faisant participer les citoyens, qui vont être extrêmement importantes. Alors, au-delà du citoyen, avez-vous aussi des demandes quelconques par rapport à l'industrie ou au commercial ? C'est-à-dire le bâtiment. Aujourd'hui, on sait que le bâtiment se transforme complètement, que les habitudes du retour au travail qui s'en vient, on l'espère à un moment donné, amène des nouvelles questions par rapport à la qualité de vie dans ces espaces de travail, notamment la qualité de l'air, qui est un des éléments, mais pas le seul. Et on voit des standards arriver comme WELL qui amènent des contextes intéressants, c'est-à-dire de devoir afficher, que le bâtiment soit obligé d'afficher des valeurs de qualité de l'air à différents endroits, que dans les salles de réunion, il y ait un certain nombre de capteurs qui permettent aux utilisateurs et aux occupants de ces espaces-là de savoir si peuvent ou non rentrer dans l'espace, s'ils peuvent ou non ouvrir les fenêtres, si c'est pertinent, ce genre de choses-là. Avez-vous aujourd'hui, sentez-vous une demande au niveau corporatif ou industriel et commercial de démarches similaires pour aller expliquer aux gens, aux occupants des espaces de vie et de travail, l'approche au numérique, l'approche aux data, aux données qu'ils vont recevoir dans ces espaces-là pour mieux y vivre et puis être de plus en plus exigeants, parce que c'est ça qui va transformer le milieu du bâtiment. Très honnêtement, non. On ne reçoit pas cette demande. Et, par contre, on est conscient, et une nouvelle fois, on va être dans le faire. Et on va se l'appliquer à nous-mêmes. Donc le service numérique de Rennes Métropole, qui va bientôt bouger, déménager un peu, va avoir un open space, un espace ouvert, pardon. Et je pense que
ce genre de capteur, on peut y associer par exemple le bruit également aussi. On s'est amusé dans les Fab Labs, vous connaissez peut-être la chute box, qui fait chute quand il y a trop de bruit dans les espaces ouverts. On peut s'amuser. Je crois qu'il faut s'amuser. Il faut avoir un enthousiasme créatif, positif, et justement surprendre, être un peu impertinent parfois aussi, pour casser un peu les codes. Et je pense qu'il ne faut pas que ça mette sous tension, justement. Il ne faut pas que la donnée mette sous tension et recrée une espèce de normalité qui fait qu'il n'y a pas de bruit dans les bureaux, que ceci, cela. Hein. Voilà, il faut quand même garder un espace d'enchantement. Et je pense qu'on fait appel d'ailleurs à des créatifs, hein, à des designers aussi, pour essayer d'imaginer ça. C'est valable également aussi dans la ville. Donc, tu évoquais le projet Canary. On a un projet qui s'appelle Cassiopée. Peut-être que Romain, dans un atelier précédent, en a parlé. Cassiopée, c'est une fleur qui s'ouvre et qui se referme dans la ville, en fait, en fonction de données, du nombre de voitures sur la rocade, de la qualité d'air, bien évidemment aussi. Donc, c'est des éléments comme ça que je pense qui doivent susciter le questionnement. Ça doit questionner. On passe à côté, on se questionne, et ça ne doit pas uniquement provoquer des réflexes pavloviens un peu, en disant la lumière bleue s'allume, donc ceci, non. Ça doit aussi amener le citoyen à être en capacité d'agir. Le citoyen ou l'employé ou le personnel d'une association, d'une entreprise. Voilà, les étudiants. Chaque fois, c'est du participatif qu'on essaye de développer. Je pense qu'il faut voir l'impact quel qu'il soit, même effectivement. Ça peut être une fleur qui s'ouvre et qui se ferme, mais on se donne un objectif. On veut qu'elle s'ouvre, puis on va faire des efforts. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ça doit aller aussi vers un futur souhaitable. Ouais. Et pour ça, je pense qu'en effet, on en parlait aussi tout à l'heure, pas hésiter à aller vers les plus jeunes. Vraiment les plus jeunes, dans les premières années d'école, hein, carrément. Hein. On a des petits ateliers comme ça qui sont faits avec les tout petits pour assembler justement, et puis juste la LED, la lampe, elle s'allume, elle s'éteint. Mais en fait, c'est des ateliers qui peuvent être joués avec des enfants de 4-5 ans. 4-5 ans déjà, pour leur faire découvrir un petit peu justement, et puis surtout ça, revaloriser le manuel. Nos décideurs, malheureusement, savent-ils changer une roue eux-mêmes? Je ne sais pas, je pose la question. En tout cas, voilà, c'est revaloriser. Ça devrait être presque nécessaire dans les cursus. Voilà. On peut faire des sciences politiques, mais on doit pouvoir aussi certainement être dans le concret, avoir fait, testé. Voilà. Associer justement cette mécanique humaine nécessaire à l'assemblage, à la construction, cette façon de concevoir. Il faut avoir fait de la fabrication numérique pour pouvoir faire de la conception. Il faut avoir goûté les matériaux, il faut avoir testé les matériaux. Sinon, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est fondamental. On entend beaucoup parler de littératie numérique et d'apport dans nos cursus scolaires, universitaires, et même à haut niveau, d'éléments qui sont beaucoup plus fondamentaux. Le numérique. Je pense qu'effectivement, on s'est décalé de ça. Le cours de programmation, c'est bien, mais et je pense que l'évolution qu'il y a eu de ces technologies à tout niveau, l'IoT est une preuve fondamentale. L'accès à un sensor aujourd'hui ne coûte plus rien. Un capteur de qualité de l'air qui vaut quelques euros, il y a 5 ans, c'était inimaginable. Donc, ça a baissé énormément, c'est devenu grand public. Oui, puis on les offre dans les Fab Labs. On ouvre les portes dans les Fab Labs. On les offre quasiment. Donc, venez dans les Fab Labs. Pour ramener les gens, je pense, dans ces espaces-là, les multiplier. On en voit quand même de plus en plus maintenant dans les écoles, dans les collèges, etc. Oui, donc, oui. Bonne chose. Et ça intéresse les jeunes. Mais tout à fait, je suis assez optimiste. On a fait récemment, c'était à Nantes, Nantes Maker Campus. C'était au début du mois de juillet. Il y a eu quelques milliers de participants, de visiteurs. Hein, et on voit de plus en plus des familles qui viennent. Ce n'est pas uniquement les geeks, les informaticiens. On voit des familles qui posent des questions, qui disent, voilà, mes enfants, ils sont adolescents, ils se posent des questions sur leur métier. Vous, les Fab Labs, qu'en pensez-vous?
Vous faites des ateliers, est-ce qu'ils peuvent tester, Je trouve que c'est quand même des souffles positifs intéressants qui doivent amener à revaloriser justement les métiers manuels, les métiers techniques également aussi. Le faire, construisons ensemble la ville. Fab City, c'est ça aussi, construisons ensemble la ville en fait, de façon inclusive. En tout cas, très 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 belles initiatives. J'espère qu'on va rester en contact. Et Ah oui, faire, oui. les efforts Ah oui, avec plaisir. Et si on ne peut pas se déplacer, malheureusement, on pourra, en tout cas, via le numérique, organiser, on l'a fait, des ateliers distanciels, que ce soit du Canary ou que ce soit des Sensor Community. Voilà, et on croisera les données. Et on travaillera sur les cas d'usage également aussi. Voilà, sur la pédagogie. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions intervenants, je ne suis pas sûr. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie tous, en tout cas pour votre écoute, et ça sera mis en ligne, bien évidemment. Vous pouvez trouver toutes les sources d'informations sur le site du LabFab. Et je vous souhaite une belle continuation pour Fab City, et à très bientôt à tous pour se retrouver. Merci, au revoir. On est déconnecté. Bon, on est dans les temps, non? Juste 18h27, c'était 18h30.